Je ne comprends pas tes plaintes, s'exclame Jacques en se préparant au travail tôt le matin. Tu suggères que je règle tous les problèmes maintenant? Tu as été cloué au lit pendant une année entière. N'oubliez pas que c'est moi qui subviens aux besoins de la famille. Pendant tout ce temps, tu n'as pas versé un seul centime au ménage. J'ai dû contracter un prêt sur la maison pour payer ton traitement et tes médicaments, et maintenant je n'ai plus rien pour rembourser la dette. Par conséquent, je ne vois pas d'autre solution que de vendre la maison. Audrey a été incapable de marcher pendant toute une année après être tombée sur de la glace et être devenue paralysée. Les médecins n'avaient donné aucun pronostic. Malheureusement, il est peu probable que votre femme remarche un jour, a déclaré le médecin. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais vous devez comprendre qu'elle a besoin de soins attentifs. Si vous la ramenez à la maison, au lieu de la placer dans une clinique spécialisée, vous devrez lui trouver une bonne aide-soignante. James n'en croit pas ses oreilles. Tout ce que disait le médecin sonnait comme une condamnation de leur famille. Comment pouvait-il parler d'embaucher une aide-soignante alors qu'il ne restait plus qu'un seul soutien de famille? Leurs enfants avaient grandi et étudié à l'université. Ils ne pouvaient pas les aider financièrement, et James n'a jamais eu de revenus élevés, et ils ont toujours vécu avec 2 salaires. L'année dernière, il a travaillé partout où il le pouvait, mais il n'y avait toujours pas assez d'argent. Pour cette raison, il se disputait souvent non seulement avec sa femme, mais aussi avec sa maîtresse, Laurel, avec laquelle il était en couple depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, James ne peut plus se séparer de 2 femmes. Si auparavant, il avait toujours la possibilité de réserver une partie de son salaire pour des cadeaux et des loisirs à sa maîtresse, aujourd'hui, il ne lui restait plus un centime à la fin du mois. « Et comment vas-tu gérer le prêt ?» demande Laurel, l'air mécontent. « Tu crois vraiment que je vais t'attendre éternellement et supporter tout ça? Avant, tu m'offrais des cadeaux et des fleurs. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Cela fait 1 an que je n'ai pas vu une boîte de chocolat de ta part, sans parler de quelque chose de plus sérieux. Ça ne peut pas durer. » Cela faisait 10 ans qu'ils sortaient ensemble et, pendant tout ce temps, Jacques n'avait jamais trouvé d'occasion de parler à sa femme. C'est ce qu'il expliquait toujours à Laurel, qui attendait et espérait qu'il quitte enfin sa famille. James lui-même n'était pas sûr de le vouloir. Laurel était loin des tâches ménagères et de la vie de famille. Elle ne s'est jamais préoccupée d'autre chose que d'elle-même. Lorsque James venait la voir pour le week-end, qu'il passait soi-disant avec des amis en randonnée, dans un établissement de bain ou à la pêche, il voyait comment elle vivait. Sa femme, Audrey, était tout le contraire. Pendant 20 ans de vie conjugale, elle s'est levée 1 heure plus tôt chaque jour pour lui préparer le petit déjeuner, lui préparer un délicieux déjeuner à emporter au travail et s'assurer qu'il avait toujours des chemises et des chaussettes propres. Audrey était l'épouse parfaite et Laurel était une femme avec laquelle il était toujours agréable de passer du temps. Même lorsque leurs fils adultes sont partis étudier dans la capitale et n'ont plus lié les époux, James n'est pas prêt à abandonner la vie à laquelle il s'est habitué. Il comprenait parfaitement que Laurel n'était pas en mesure de lui apporter le même confort, et il vivait donc avec 2 familles. De plus, il réussit à bien cacher ses affaires. Après toutes ces années d'infidélité, Audrey n'a jamais soupçonné son mari de lui être infidèle. Mais tout a changé après la blessure d'Audrey. Jacques doit désormais non seulement travailler pour 2, mais aussi s'occuper de toutes les tâches ménagères. L'aide-soignante qu'il avait engagée pour sa femme ne s'occupait que d'elle et demandait un supplément pour tout le reste. Lorsque je vous ai engagé, vous avez dit que vous pouviez préparer les repas, n'est-ce pas? Pas de problème, bien sûr que je peux le faire, mais moyennant un supplément, répond la femme lourde et grande. Mais Jacques ne pouvait pas se permettre de payer plus. Laurel se lasse rapidement de cette situation. Elle n'était pas jalouse du fait que Jacques restait souvent à la maison le week-end, mais plutôt du manque de motivation pour poursuivre la relation. Elle n'était plus si jeune, mais du haut de ses 35 ans, elle était assez séduisante et pouvait trouver un homme plus méritant que Jacques.
Avant qu'Audrey ne tombe malade, James n'était ni riche, ni très en vue, et Laurel le rencontrait dans sa propriété, mais il lui offrait régulièrement des cadeaux et payait ses factures. Lorsqu'ils passaient du temps ensemble, ils avaient toujours quelque chose à se dire. À un certain moment, Laurel a commencé à penser de plus en plus souvent qu'il lui convenait et qu'elle pourrait l'épouser. Mais elle n'allait en aucun cas être une épouse typique. Dès l'université, elle avait méprisé les jeunes hommes qui attendaient le mariage comme une manne tombée du ciel pour obtenir tous les services de leur femme. Elle avait l'habitude de dire à ses camarades de classe, « Et quel genre de mères vous ont seulement élevé ? Cherchez des nigauds qui veulent vous servir. Vous exigez de payer l'appartement à moitié et que la femme paie pour elle-même parce que nous avons des droits égaux. Et dès qu'il s'agit de savoir qui va se mettre au fourneau ou faire le ménage, c'est la femme qui doit tout faire. C'est absurde. » Les camarades de classe de Laurel sont d'accord avec elle, car elle a toujours eu de l'autorité dans le groupe et était la seule à diriger l'entreprise. Mais un grand nombre de jeunes préfèrent l'éviter, elle et ses amis. Immédiatement après avoir obtenu son diplôme, Laurel a trouvé un emploi d'économiste et, quelques années plus tard, a contracté un prêt hypothécaire. Elle n'était pas opposée aux relations amoureuses. Avant James, elle avait eu d'autres hommes, mais l'esclavage domestique et les autres délices de la vie de famille n'étaient pas nécessaires pour elle. Le week-end, je préfère m'allonger à la maison et lire un livre plutôt que de faire le ménage, de porter les courses et de me mettre au fourneau, se disait-elle. Elle a rencontré James par hasard. Il attendait le bus en fin de soirée et elle est arrivée au même arrêt. Après quelques discussions, James et Laurel ont découvert qu'ils travaillaient dans le même centre d'affaires, mais à des étages différents. Depuis, ils ont commencé à boire des cafés ensemble et à aller à la cantine à l'heure du déjeuner. James n'a alors même pas remarqué qu'il était tombé amoureux et Laurel a trouvé la version de la relation qui la satisfaisait pleinement. James n'est jamais venu la voir sans bouquet ou les mains vides, alors qu'il n'avait pas offert de fleurs à Audrey depuis plusieurs années. Pourquoi ces dépenses supplémentaires ? Nous avons un petit revenu, se disait-il toujours. Il trouvait anormal d'acheter des fleurs aussi chères pour sa femme, mais il offrait toujours au moins 15 roses à Laurel. Audrey savait qu'il prenait parfois de l'argent sur leurs économies, mais n'y prêtait pas attention. Après tout, ils avaient une famille et tout était commun. Elle n'a jamais osé demander à son mari pourquoi il prenait de telles sommes d'argent tous les week-ends. Il est probable qu'il passe du temps avec ses amis, se dit-elle. La tromperie ne lui a jamais traversé l'esprit. Ils vivaient ensemble depuis trop longtemps et élevaient 2 enfants. Leur vie était relativement heureuse, mais pas sans nuances. Cependant, quelle famille n'a pas de conflit ? Ils se disputaient très rarement, essayant toujours de trouver une compréhension mutuelle. Après plusieurs années de relation, Laurel s'est rendu compte qu'elle voulait plus. Les rencontres régulières ne lui suffisaient plus. Elle voulait que James soit constamment avec elle. Lorsqu'elle lui a parlé pour la première fois du divorce et de sa femme, il a réagi de manière très catégorique. « Chérie, pourquoi toutes ces formalités ? Nous avons des enfants et ils ont toujours considéré notre famille comme parfaite. Veux-tu qu'ils souffrent ? » a-t-il demandé, interpellant visiblement Pitty. Bien sûr, Laurel ne voulait pas détruire la famille et elle ne voulait pas que les fils de James et Audrey souffrent. Ils ont toujours considéré leur père et leur mère comme un couple exemplaire. Le divorce de leurs parents serait un véritable coup dur pour eux. Cependant, après avoir déménagé dans la capitale pour étudier, Edward et Roger se sentaient déjà moins attachés à leurs parents. Ils avaient leurs propres amis et centres d'intérêt. C'est pourquoi, lorsque leur père leur annonça ce qui était arrivé à leur mère, ils ne prirent même pas la peine de venir. « Papa, c'est terrible, bien sûr, mais s'il te plaît, comprends-nous aussi, » dit Roger à James en adulte et en personne consciente. « Nous avons des examens. Nous ne pouvons pas tout laisser tomber et venir. Si nous sommes renvoyés, nous ne pourrons être réintégrés que dans le département rémunéré et nous n'avons pas d'argent. Vous comprenez parfaitement cela.
Nous avons travaillé si dur pour en arriver là. Dès que nous le pourrons, nous viendrons, c'est sûr. Cependant, au cours des 6 premiers mois, Édouard et Roger n'ont rendu visite à leurs parents qu'une seule fois. Après avoir passé quelques jours avec leur mère paralysée et leur père fatigué, ils ont commencé à faire leur bagage et à partir. « Vous partez si tôt ?» demanda James, surpris de voir les fils faire leurs valises dans leur chambre. « Eh bien, oui, papa. C'est l'été, » répondit Édouard. La vie ne s'arrête pas. Sais-tu combien d'emplois et de postes vacants sont disponibles en ville en ce moment? Nous allons gagner beaucoup d'argent pendant l'été. Peut-être pourrons-nous trouver un emploi à temps partiel que nous pourrons combiner avec nos études, ce qui nous permettra de quitter le dortoir pour un appartement. Tu vas donc laisser tes parents comme ça? Je pensais que tu m'aiderais. James est déconcerté par la décision de son fils. Il s'attendait à plus de sympathie et de compassion de leur part et espérait qu'ils joueraient un rôle plus actif dans la vie de la famille. Mais ses espoirs sont vains. Papa, ne sois pas en colère contre nous. Nous comprenons que toi et maman avaient des problèmes. Nous sommes désolés pour elle. Mais est-ce qu'elle se sentira mieux si nous sommes renvoyés et que nous devons revenir dans ce trou? Nous nous retrouverons sans éducation, sans travail, sans avenir. Audrey soutient pleinement ses garçons et leur est sincèrement reconnaissante d'être venus lui rendre visite. Mais James est très mécontent. Non, regarde qui nous avons élevés avec toi. Et c'est toute votre éducation, d'ailleurs. Ils ont grandi comme des égoïstes ne pensant qu'à eux. Leur mère est malade et leur père a du mal à joindre les deux bouts. Ils venaient leur rendre visite pour quelques jours seulement et retournaient ensuite dans leur capitale. Mais les bons fils revenaient à la maison pour aider leurs parents. Peut-être que tu vas te calmer, demande Audrey d'un ton brusque. Pour la première fois depuis qu'elle est alitée, Audrey se permet d'élever la voix contre son mari. Auparavant, elle s'efforçait de rester calme, car elle se sentait très coupable de son impuissance et de son incapacité à travailler. Mais la façon dont ils parlent de leur fils met Audrey en colère. Qu'est-ce que j'ai dit de si mal? Jacques proteste. Au fait, pour ce qui est de ta mère, où est-elle? Elle habite à 2 arrêts de chez nous et elle ne nous a pas rendu visite une seule fois depuis tout ce temps. Et elle aurait pu s'installer ici et s'occuper de la cuisine, de la lessive et du ménage. J'économiserai de l'argent sur vos soi-disant soins et je me reposerai un peu de toute cette agitation ménagère, que je n'ai pas quittée depuis plus d'1 an. Ou pensez-vous que je n'ai pas besoin de me reposer? De tels scandales sont devenus monnaie courante dans leur famille. Les critiques de James à l'égard de la mère d'Audrey la blessent profondément. Madame Marshall était déjà une femme âgée, en raison de son surpoids et d'autres maladies, elle pouvait difficilement prendre soin d'elle-même. Elle avait besoin d'aide elle-même, et non d'être exploitée en tant qu'aide-soignante. Au contraire, Madame Dosset, la mère de James, était encore dans la fleur de l'âge et n'avait aucun problème de santé, bien qu'elle ait le même âge que Madame Marshall. Elle travaillait et vivait pour son plaisir et n'estimait pas nécessaire d'aider la famille de son fils. Lorsque James lui a demandé de venir l'aider à s'occuper du ménage, Madame Dosset a gazouillé au téléphone. « James, je comprends tout, mais qu'attends-tu de moi? Tu es déjà un adulte avec 2 grands-fils en bonne santé, et tu veux que ta mère vienne nettoyer tes défauts. Mais enfin! Tu ne trouves pas ça drôle toi aussi? » Elle ne s'intéresse pas à sa belle-fille malade. Depuis la chute d'Audrey sur la glace, elle n'est venue les voir que 4 fois. Elle buvait du thé, hochait la tête, sympathique, mais il n'y avait jamais eu d'aide réelle et concrète de sa part. Même lorsque Jacques a demandé à sa mère de l'argent pour rembourser son prêt, elle lui a opposé un refus plaisantin mais catégorique. « Maman, s'il te plaît, comprends-moi aussi. » Se plaint James. Je connais le travail. Je peux à peine voir la lumière du jour. Les médecins n'ont pas donné de pronostic positif sur la santé d'Audrey. Il est très probable qu'elle ne pourra plus jamais marcher. Mais nous devons toujours payer le prêt.
Je peux à peine subvenir aux besoins de ma famille. Je sais que vous avez de bonnes économies après la mort de votre père. S'il vous plaît, aidez-nous, au moins à régler ce problème. Mon fils, de quoi parles-tu, répond sa mère. Quelles économies? Oui, je ne te cache pas que j'ai hérité d'un peu d'argent après la mort de ton père. Mais tu dois comprendre que ma pension n'est pas très élevée, que j'ai encore besoin de vivre, et que je ne suis plus tout jeune, qui sait ce dont je pourrais avoir besoin. Mais tu devrais me remercier d'avoir insisté auprès de ton père pour qu'il t'achète une petite maison séparée. Après cette conversation, James a mentionné pour la première fois qu'il voulait vendre la maison. Audrey, je n'en peux plus. Honnêtement, j'ai presque décidé de vendre la maison. Je ne vois pas d'autre solution. Je ne peux pas travailler aussi dur que je l'ai fait toute cette année alors que tu es cloué au lit. Je ne peux pas tenir ce rythme. Je n'ai que 41 ans. Je n'ai pas l'intention de mourir, dit Jacques durement. Audrey est choquée par ce qu'il dit. Elle est désemparée et ne sait pas quoi dire. Elle avait toujours pensé que son mari était son soutien et son point d'ancrage. Mais maintenant, il semblait être un étranger qui ne s'intéressait qu'à l'argent. Et moi, qu'en est-il, demande-t-elle, déconcertée. Où vais-je vivre? Tu iras chez ta mère. Je n'y vois aucun inconvénient. Elle a une maison confortable. Vous vous y sentirez bien tous les deux, et moi j'irai chez ma mère. Je viendrai t'aider et te donner de l'argent. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Après tout, la maison a été achetée avec l'argent de mes parents bien avant que tu n'apparaisses dans ma vie. J'ai donc le droit de décider comment en disposer. Je n'ai même pas besoin de te consulter. Ma mère est malade. Je serai un fardeau pour elle. Vous avez le droit de vivre ici aussi longtemps que je vous le permets. Si tu n'as pas compris cela, je suis désolé, s'écria Jacques avec colère. Ce n'est pas ma faute si tu es maladroit et si tu ne fais pas attention quand tu marches. Si tu avais fait plus attention, tu ne serais pas tombé et tu ne te serais pas blessé aussi gravement. Enfin, j'ai tout dit. Je vais quand même vendre la maison. Si tu ne pars pas de toi-même, je la vendrai avec toi. Selon la loi, tu n'as aucun droit sur la maison. Les nouveaux locataires qui achèteront la maison te mettront dehors. Après ces mots, Jacques a claqué bruyamment la porte et est parti travailler. Il n'est pas rentré à la maison pour passer la nuit, laissant Audrey toute seule. Père, que se passe-t-il là-bas? S'exclame Édouard au téléphone le lendemain matin. As-tu décidé de laisser notre mère malade à la merci du destin? Je ne comprends pas comment tu as pu faire ça. Vous vivez ensemble depuis tant d'années. Pourquoi maman m'appelle-t-elle en larmes pour me dire que tu la mets à la porte? Qu'est-ce qui lui donne le droit de m'apprendre la vie tout d'un coup? Se dit Jacques avec colère. Fils, toi et ton frère, vous vivez en paix dans votre capitale? Alors occupe-toi de tes affaires, répondit Jacques avec dureté. Tu n'as pas le droit de me dicter ma conduite, puisque tu ne sais rien de nos problèmes. Ta mère n'a rien à voir avec cette maison. Mes parents l'ont entièrement payée bien avant que je ne connaisse ta mère. James claqua le téléphone et donna un grand coup de poing sur la table de nuit. Non, tu imagines? Mon fils m'a appelé pour m'apprendre la vie. Quelle impudence scandaleuse! James continua à s'indigner en regardant Laurel, qui venait d'ouvrir les yeux. Pourquoi n'aurait-il pas pu appeler quelques heures plus tard? Protesta la femme. Quelle audace d'appeler sitôt un jour de congé? Jacques partage pleinement son indignation. Il serra Laurel dans ses bras et ferma les yeux. Écoutez, allons quelque part loin d'ici, proposa soudain Laurel. J'en ai assez de cette grisaille et de cette humidité. Allons dans une station balnéaire chaude. Nous y louerons un appartement, nous louerons le mien et nous vivrons tranquillement. Excellente idée, soutient James. La seule question est de savoir de quoi nous allons vivre là-bas. Oh, voyons.
Tu crois qu'il n'y a pas de travail là-bas? Tout est pareil qu'ici. Nous trouverons bien quelque chose. Et nous aurons assez d'argent pour la première fois. Tu vendras la maison, une partie de l'argent servira à rembourser les dettes et il restera quelque chose. Nous vivrons avec cet argent pour la première fois et nous nous débrouillerons ensuite. Jacques apprécie l'idée de Laurel. Lui aussi avait pensé qu'après avoir vendu la maison, il serait bon d'aller quelque part loin de cette ville, pour ne pas entendre les reproches de sa belle-mère et de sa femme. Elle avait sans doute déjà appelé sa mère pour se plaindre. Et James avait raison. Lorsqu'il arriva à la maison, Madame Marshall était déjà assise à la table de la cuisine et le regardait avec colère. « Comment oses-tu aller quelque part la nuit et laisser ma fille seule » dit Madame Marshall d'un ton outré. « Vous vous rendez compte qu'elle est handicapée? Une personne incapable d'agir? Il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Vous n'avez aucune honte, aucune conscience. Tu es un égoïste, James. Si je suis un égoïste, prenez votre fille et quittez ma maison. » L'homme tente de lui parler calmement, mais éclate toujours de colère. « Je ne me souviens pas que vous m'ayez traité d'égoïste lorsque votre fille m'a épousé et a emménagé dans la maison que mes parents avaient achetée. Tout allait bien à l'époque, mais aujourd'hui, quand je demande juste un soutien et une aide de base, parce que je ne peux pas faire face aux circonstances de la vie dans lesquelles je me trouve, soudainement je suis une personne égoïste. » Excellente position, Madame Marshall. Bravo. La femme lui répond en criant, « Vous avez été une paresseuse toute votre vie. Raconte tes mensonges à quelqu'un. Et ne t'avise pas de me parler sur un ton hautain. Je peux aussi crier si fort que tu deviendras sourd. Tu as vécu toute ta vie sans penser à rien. Grâce à ma seule Audrey. Elle faisait tout. Elle cuisinait, faisait le ménage, s'occupait des enfants et gérait toute la maison. Tu n'as pas levé le petit doigt de toute ta vie. Tu allais au travail et le week-end, tu étais toujours avec tes amis. Ou peut-être même pire. Eh bien, c'est ma femme après tout. Qui est obligé de faire le ménage et la cuisine? Moi. Répond Jacques. Bien sûr. Peut-être que pour les hommes qui subviennent aux besoins de toute leur famille, les femmes ont des obligations, mais pas pour toi. Tu as gagné des clopinettes toute ta vie. Maintenant, tu dois même vendre ta maison pour rembourser tes dettes. Il voulut la frapper, mais il se retint et s'assit sur un tabouret en face de Madame Marshall. James essaya de parler calmement, mais c'était difficile à cause de la colère qui bouillait en lui. J'ai juste dit que je le ferais. Pourquoi tout le monde a-t-il réagi de manière aussi agressive? N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens en toute indépendance? Je tiens à souligner que dans les familles normales, le mari et la femme travaillent tous les deux. Et depuis 1 an, je suis la seule à travailler. Je comprends que les situations de la vie peuvent être différentes. Et il nous est arrivé quelque chose comme ça. Et personne n'est à blâmer pour cela. Mais pourquoi n'ai-je pas le droit d'être soulagée de ce fardeau? Dès qu'elle est devenue handicapée, l'avez-vous immédiatement considérée comme un fardeau? Et si quelque chose comme ça vous arrivait? Audrey ne vous quitterait jamais, j'en suis sûre. Et vous? Honte à vous. D'accord, vendez votre cabane, et j'emmènerai ma fille d'ici demain. J'ai juste besoin de quelqu'un pour m'aider avec le transport. Pas de problème, je peux vous aider, dit calmement James. Il était heureux que la situation se résolve enfin en sa faveur. Le lendemain, James a aidé Audrey à emballer ses affaires et l'a emmenée chez Madame Marshall. « Maman, comment a-t-il pu me faire ça ?» demande Audrey, en larmes et confuse. « J'ai cru jusqu'au bout qu'il ne me mettrait pas à la porte. Comment a-t-il pu me traiter ainsi? Chérie, ne pleure pas, s'il te plaît, » a réconforté Madame Marshall. Tu ne peux pas te permettre d'être nerveuse. Tu dois penser à ta santé, et il l'a laissé faire ce qu'il voulait. Quelle différence cela fait-il pour nous?
Il ne veut pas s'occuper de toi, ni t'aider, ni te soutenir. Je te promets qu'il vivra très bien sans toi. Laisse-le aller dans toutes les directions. Maman, je ne divorcerai pas, dit Audrey avec fermeté. Je ne veux pas qu'on se sépare complètement. Il reprendra ses esprits, reviendra et demandera pardon. J'en suis sûre. Il ne t'a pas demandé le divorce, n'est-ce pas? Mais si j'étais vous, je divorcerais, dit durement Madame Marshall. Quel est l'intérêt d'avoir un tel mari? Regardez comment il se comporte. Que se permet-il? Et es-tu sûre qu'il n'a pas une liaison avec quelqu'un d'autre? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. Je ne veux même pas en entendre parler. James m'a toujours été fidèle. C'est juste que c'est très difficile pour lui maintenant. Nous vivions ensemble et semblions bien vivre. Et maintenant je suis handicapée. Tu crois que c'est facile? Il a demandé de l'argent à sa mère pour payer ses dettes, mais elle ne lui en a pas donné. Bien qu'elle ait reçu tout l'héritage de son père, Audrey proteste. Il y a beaucoup de choses que ton James veut, objecte Madame Marshall. Audrey, regardez-le objectivement. C'est un homme de 41 ans. Pas de voiture, pas de maison. Il n'a pas de travail normal. Il a toujours été comme ça. Tu ne vois pas la réalité à cause de ton amour. Vos sentiments ont obscurci votre vision toute votre vie. Et quand quelque chose de grave, comme votre accident, s'est produit, tout s'est mis en place tout de suite. Cependant, Audrey était tellement vidée de ses émotions qu'elle ne pouvait penser à rien d'autre qu'à sa relation avec James. L'aimera-t-il vraiment après tant d'années passées ensemble? L'abandonnera-t-il vraiment à la merci du destin? Elle voulait croire que, malgré la vente de la maison, il viendrait régulièrement la voir, s'occuperait d'elle, comme il l'avait fait toute l'année précédente. Elle espérait que tout ce qu'il avait dit l'avait été dans le feu de l'action. Mais au fil des jours, il devient de plus en plus évident que Jacques n'a pas l'intention de soutenir sa femme. En plusieurs mois, il n'était pas venu la voir une seule fois et ne l'avait même pas appelée. Un jour, elle l'appelle elle-même. « Pourquoi m'appelles-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» hurle Jacques au bout du fil. N'est-il pas clair que si je ne t'ai pas appelé ou rendu visite depuis tout ce temps, je n'ai pas envie de te parler maintenant? C'est si difficile à comprendre? Je voulais juste savoir comment tu allais, a répondu Audrey à travers les larmes. Et demander pourquoi tu ne viens pas ou ne m'appelles pas. Ai-je pensé? Mais il ne l'a pas laissé terminer. James ne voulait vraiment pas s'expliquer avec elle. Il avait déjà trouvé un acheteur pour la maison et ne pensait qu'à quitter cette ville au plus vite. Regrettant ce qu'il avait dit, il s'excusa auprès d'Audrey et mit une fois de plus sa fatigue en cause. Désolé, je ne voulais pas dire ça. En bref, je ne voulais pas vous blesser de quelque manière que ce soit. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Au cours de l'année écoulée, j'ai été épuisée. Je ne vais pas te quitter ou divorcer. Nous vivons ensemble depuis tant d'années. Ce n'est pas nécessaire. Je veux juste me reposer et être seule. Après avoir dit au revoir à James, Audrey raccroche le téléphone. Bien que la conversation ait été désagréable, elle était heureuse d'entendre sa voix après tant de mois. Ses fils l'appelaient désormais 3 fois par semaine, alors qu'auparavant, ils ne le faisaient qu'1 fois par mois. Bien que son état physique ne se soit pas amélioré, le soutien de sa mère et de ses fils lui a permis de se sentir beaucoup mieux mentalement. Un jour, Madame Marshall lui a dit, « Nous devrions penser à un passe-temps pour toi. Tu tricotais bien, n'est-ce pas? » Maman, tu plaisantes, a répondu Audrey en souriant. Mais c'était quand? Au lycée? Cela fait 100 ans que je n'ai pas tenu une aiguille à tricoter dans mes mains. J'ai du mal à tricoter ne serait-ce qu'une chaussette sans faire d'erreur. Nous verrons bien. Le même jour, Madame Marshall se rendit péniblement au marché et acheta à sa fille de la laine et des aiguilles.
Audrey se remit à sa tâche préférée mais oubliée depuis longtemps et se rendit compte qu'elle n'avait rien oublié. Eh bien, tu vois, tu étais inquiète, dit Madame Marshall en souriant. Maintenant, je vais lui faire du thé. Malgré sa fatigue et ses problèmes de santé, Madame Marshall prend beaucoup de plaisir à s'occuper de sa fille malade. Sous l'aile de sa mère, l'état psychologique d'Audrey s'améliore progressivement. Pour se distraire de l'ennui quotidien, Audrey a commencé à bloguer sur l'Internet, où elle a inspiré des gens comme elle à profiter de la vie et à se battre pour quelque chose. Pendant ce temps, James a finalement officialisé la vente de la maison. Eh bien, maman, nous partons, dit-il à Madame Dossard le jour où l'accord est enregistré. Je paierai toutes mes dettes demain et nous pourrons enfin partir. Qui ça, nous, s'étonne la mère. Eh bien, dites-moi, mère. Qu'est-ce que tu fais? Où allez-vous? C'est moi et ma petite amie, Laurel. Nous avons décidé de vivre temporairement sur la côte. Madame Dossard regarde son fils avec des yeux écarquillés. Et Audrey? Tu as l'intention de divorcer? Maman, pourquoi toutes ces formalités? De toute façon, nous ne vivons pas ensemble et ce n'est pas une bonne idée de courir les papiers. Et n'oublie pas qu'elle est handicapée. Je pourrais être obligée de lui verser une pension alimentaire, alors le divorce et les procès ne sont pas dans mes projets. Combien de temps seras-tu absent, mon fils? Je ne sais pas encore, maman. Je veux juste vivre dans une belle ville chaleureuse pendant un certain temps. Si j'ai la chance d'y trouver un emploi, j'y resterai pour toujours. Tu pourras venir nous rendre visite. Mais vous devez comprendre qu'Audrey et sa mère ne doivent pas savoir où je suis ni avec qui je suis partie. Nous ne voulons pas de scandale ou de dispute. Cette femme ne veut-elle pas être ton épouse légitime? Est-elle satisfaite de son statut de petite amie? Je ne sais pas, maman. Honnêtement, elle et moi n'en avons parlé que 2 fois tout au plus, mais elle n'insiste sur rien, alors probablement que ça ne la dérange pas. Mais comme tu le sais, je ne vais certainement pas l'épouser. Quelques jours plus tard, James acheta les billets et ils s'envolèrent. Jamais l'homme ne s'était senti aussi léger et libre. Enfin, il se débarrassait des chaînes dans lesquelles il avait été enchaîné pendant toute une année. Arrivé dans la ville du Sud, il loue un modeste appartement d'1 pièce. Ce sera suffisant pour la première fois, et ensuite nous déciderons de ce que nous ferons, dit Laurel. Elle est très heureuse qu'ils soient enfin seuls tous les deux. La famille de Jacques ne se profilait plus à l'horizon et elle n'avait plus besoin de se cacher ou de se voir seulement certains jours. Audrey ne pensait presque jamais à James. Un jour, elle s'est surprise à penser qu'elle n'avait pas pensé à lui depuis des mois. Sa colère à propos de la vente de la maison et de son comportement avait disparu. Au fond d'elle-même, elle l'aimait toujours et craignait d'entendre la même voix rude et indifférente que lorsqu'elle l'avait appelé pour prendre de ses nouvelles. Édouard et Roger sont indignés par l'action de leur père. Notre père est un vrai monstre, se dit Roger, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Édouard, mais je ne veux plus le connaître. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Ne juge pas, ou tu seras jugé, répondit son frère. Tu ne sais pas ce que tu aurais fait à sa place? Eh bien, je ne laisserai pas une femme invalide, c'est inhumain. D'accord, arrête. Maman va être bouleversée si elle entend notre conversation. Mettons-nous d'accord pour agir de manière neutre envers lui, sans aucune négativité, pour ne pas contrarier maman. D'accord, je suis d'accord. En fait, il vaut mieux ne pas parler de notre père devant elle. Laissons-le faire ce qu'il veut. Nous sommes des adultes maintenant. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous survivrons mieux sans lui. Et ces discussions paternelles occasionnelles, qui se produisaient au mieux 1 fois par mois. Et puis, nous n'avons jamais eu de relation particulièrement étroite avec grand-mère. À vrai dire, lorsque les petits-enfants sont nés.
Madame Dosset travaillait encore et n'avait pas le temps de s'occuper des couches et des grenouillères. Lorsqu'elle a appris qu'elle était devenue grand-mère, elle a plaisanté, « Ne vous avisez pas de m'appeler ainsi en public. Je suis encore jeune et j'ai toute la vie devant moi. » Elle a dit cela sur le ton de la plaisanterie, mais il y avait un fond de vérité. Elle ne voulait pas s'associer à ses petits-enfants ou admettre que les années l'avaient rattrapée. Madame Dosset a toujours été une adepte de la haute société. Elle trouvait et assistait régulièrement à des événements intéressants, partait en excursion dans d'autres villes et fréquentait ses amis. Elle n'avait pas le temps de s'occuper d'enfants en bas âge. Madame Marshall, en revanche, a toujours aidé sa fille. Lorsque les garçons étaient très jeunes, elle venait régulièrement les garder. Quand ils ont grandi, elle les a souvent emmenés à la garderie, puis est allée les chercher à l'école. « Maman, si tu n'avais pas été là, je ne sais pas comment j'aurais élevé mes enfants, » lui a dit un jour Audrey. « Si tu n'avais pas été aussi impliquée dans la vie de tes petits-enfants, je n'aurais jamais pu m'en sortir. » Madame Marshall a été heureuse d'entendre ces mots. Elle comprenait qu'il était beaucoup plus difficile pour les enfants de vivre aujourd'hui qu'il ne l'était à leur époque. Il n'y a pas de stabilité. Il est très difficile de trouver un emploi, même avec une bonne éducation, de l'expérience et des compétences, on peut se retrouver du jour au lendemain sans domicile fixe. Elle aimait beaucoup sa fille et a toujours essayé de la soutenir. Même si elle n'a jamais approuvé le choix d'Audrey, elle a toujours essayé de se comporter poliment et correctement avec James. En regardant Audrey maintenant, elle voulait vraiment croire qu'un jour elle se débrouillerait seule. Aujourd'hui, Madame Marshall a encore plus peur pour sa fille, qui a perdu le soutien et la colonne vertébrale de son mari. Contrairement à sa fille, cette femme sage et expérimentée a compris que James n'avait pas l'intention de retourner auprès de sa femme malade. Madame Marshall était inquiète pour sa fille, mais elle croyait en elle. Et elle n'imaginait même pas le sort terrible qui attendait sa famille. Il est vrai que l'on dit qu'un malheur n'arrive jamais seul, et Madame Marshall l'a constaté de visu dans sa famille. Ça fait 3 ans, fiston. Bonjour, mon garçon, dit James en entendant la voix de sa mère au téléphone. J'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Il faut que tu viennes tout de suite dans ta ville natale. Maman, tu peux me dire ce qui s'est passé? Je ne peux pas faire des allers-retours en voiture comme ça. Je suis en train de travailler. Pendant 3 ans, James et Laurel ont vécu dans une station balnéaire. Ils ont tous deux trouvé un emploi et loué un appartement pour deux, et James ne s'est jamais senti aussi libre. Depuis le déménagement, il n'était jamais retourné dans sa ville natale, mais il appelait régulièrement sa mère. Elle avait toujours été la personne la plus proche de lui, et aucune circonstance ou distance ne pouvait entraver leur communication. Au début, Mrs. Dosset essayait de lui parler de sa femme pendant leurs appels, mais à un moment donné, James lui a interdit de le faire. « Maman, je ne retournerai pas dans le passé, donc la vie d'Audrey ne m'intéresse pas du tout, » dit-il sèchement. « D'autant plus qu'elle a quelqu'un pour s'occuper d'elle, donc je crois que je ne lui dois rien. » Quelque temps après le déménagement, il a changé son numéro de téléphone et ne l'a donné qu'à sa mère. Il a coupé ses relations, même avec ses propres fils. « Audrey est morte, » dit Mrs. Dosset à voix basse, « et je te conseille de venir à l'enterrement, parce qu'il y a peut-être quelque chose de précieux pour toi aussi. »« Maman, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes ?» Jacques est agacé par ce mystère. Sa mère ne lui disait visiblement pas quelque chose, et il n'avait pas envie de se déplacer pour rien. « James, j'ai essayé de te parler d'Audrey plusieurs fois, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Et maintenant, je ne peux pas tout te dire en 2 mots. C'est pourquoi je te demande de venir immédiatement. Mais je n'ai pas besoin de 2 mots. Dis-moi tout comme c'est, ou je n'irai nulle part. » Maman, sérieusement, c'est quoi ce mystère inutile? Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi je dois tout laisser tomber et venir à l'enterrement de la femme avec laquelle je n'ai rien à voir depuis longtemps. Ok, écoutez,
vous devez venir pour l'héritage. J'espère que c'est un argument suffisant pour toi. Ne sois pas ridicule, maman. Quel héritage? Audrey n'avait pas un centime à son nom. Qu'elle n'ait pas demandé le divorce et une pension alimentaire pour son invalidité. Comment faisait-il pour joindre les deux bouts? James, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Beaucoup de choses ont changé pendant les 3 années où tu as quitté la ville. Et Audrey a cessé d'être une mendiante 1 an après ton départ. C'est une star. Cherchez-la sur Internet. Elle a son propre blog. Tu n'as pas idée de l'argent qu'elle gagne rien qu'avec la publicité. Sans compter qu'elle a créé sa propre marque de tricot qu'elle vend en ligne. Elle a aussi eu plusieurs contrats avec des chaînes de télévision locales. James, vous n'êtes pas officiellement divorcé, n'est-ce pas? Tu es donc un héritier légitime comme tes fils. Après avoir raccroché le téléphone, James a immédiatement surfé sur Internet et a été choqué par ce qu'il a vu. Il n'utilisait pas les réseaux sociaux dans sa vie quotidienne et passait rarement du temps sur l'ordinateur. Il en avait assez au travail. Parfois, il devait rester assis devant son ordinateur pendant 14 heures. Ce qui l'épuisait beaucoup. Il a découvert le blog d'Audrey et n'en a pas cru ses yeux. Non seulement elle publiait régulièrement des articles et des photos, mais elle faisait aussi des vidéos. Elle essayait de se lever seule de son lit. Elle se maquillait et choisissait des vêtements grâce à sa mère, mangeait, buvait et marchait. Ce blog était toute sa vie. Il s'est avéré que lorsqu'Audrey a emménagé chez sa mère et s'est retrouvée sans le soutien de son mari, elle a décidé de créer un blog. Cela l'a aidée à faire face au stress. Au fil du temps, Audrey a trouvé des personnes partageant les mêmes idées qu'elle. Au début, des personnes comme elle, qui se trouvaient dans une situation similaire pour des raisons différentes, se sont abonnées à son blog. Mais au bout d'un certain temps, parmi ses abonnés, il y avait aussi des personnes en bonne santé physique qui exprimaient leur admiration pour elle parce qu'elle n'avait pas baissé les bras malgré le grave traumatisme subi et qu'elle avait réussi à continuer à vivre. Peu à peu, le blog s'est transformé en entreprise et les choses allaient si bien qu'Audrey n'arrivait pas à croire qu'il n'y a pas si longtemps, elle vivait dans des conditions extrêmement précaires. 1 an plus tard, l'argent n'est plus un problème sérieux pour Audrey. Elle a lancé sa formation d'auteur, créé une marque de vêtements tricotés et vendu des articles faits main pour des commandes individuelles. Cependant, le blog est venu d'un endroit où elle ne s'y attendait pas du tout. Après un nouvel examen, après avoir passé des tests, Audrey reçoit un diagnostic terrible et décevant. Elle est atteinte d'un cancer. Au début, Audrey n'en croyait pas ses oreilles lorsque le médecin lui a dit que le handicap n'était pas la seule chose à laquelle elle devait faire face dans la vie. Elle était persuadée qu'après une chute hivernale aussi rude et ses conséquences, le destin lui serait favorable. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Bien que les médecins se soient battus pour sa survie pendant des mois, la maladie a progressé rapidement. Elle s'éteint sous ses yeux et Madame Marshall ne peut rien y faire. Le dernier jour de sa vie, non seulement sa mère et ses fils étaient près d'Audrey, mais toute une foule de fidèles de la pauvre femme, avec qui elle partageait ouvertement les détails de sa maladie, est venue la soutenir. Par les fenêtres, elle entendait leurs cris et grâce à sa mère, elle a même réussi à regarder dans la rue et à les saluer. Et le soir, elle est morte. Le cœur de Madame Marshall se serre de douleur. De retour chez elle, elle s'effondra sur son lit et se mit à sangloter. Pourquoi est-elle morte? Sa vie commençait à peine à s'améliorer. C'est tellement injuste, se dit-elle. Madame Marshall a essayé d'appeler James, avec qui elle n'avait pas parlé depuis 3 ans, mais elle s'est aperçue que son numéro de téléphone avait changé. Elle appelle alors Mrs. Dossett et lui fait part de la triste nouvelle. Je le sais déjà, lui a répondu Madame Dossett. Votre fille était une célébrité locale. On dirait que toute la ville est au courant. Eh bien, tout le monde ne le sait pas, mais les personnes les plus dévouées, Audrey, sont déjà au courant, a déclaré Madame Marshall,
retenant difficilement ses larmes. S'il vous plaît, faites-le savoir à James aussi. Il est toujours son mari légal. Il ne serait pas juste de ne pas l'inviter à l'enterrement. Bien sûr, je le ferai savoir, dit Madame Dawsett avant de composer le numéro de son fils. Madame Dawsett a appelé son fils dès qu'elle a eu fini de parler à Madame Marshall. Je me demande pourquoi elle n'y a pas pensé plus tôt. Je n'aurais pas eu à vivre dans la pauvreté pendant tant d'années, se dit James. Il s'avère qu'être handicapé est plus rentable que d'être en bonne santé. Regarde combien d'argent tu peux gagner, se dit James. Lorsque Norel apprit la nouvelle, elle fut également surprise. Mais en tant que personne pragmatique et cynique, elle a immédiatement commencé à convaincre son mari de ne pas laisser passer sa chance. James, il faut que tu te comportes bien et que tu ne gâches pas ta chance d'hériter d'un peu d'argent. Fais une grimace, dit-elle à son amant tout en préparant ses affaires pour la route. Je le ferai, mais je ne sais pas comment je vais affronter Madame Marshall et mes fils. Je suis sortie de leur vie depuis 3 ans. Je n'ai pas aidé Audrey, et pour être honnête, j'ai changé mon numéro de téléphone pour qu'il ne m'appelle pas, explique James. Mais ce n'est qu'une petite chose. Faites comme si vous aviez travaillé sur vos propres objectifs pendant tout ce temps. Vous pouvez même dire que vous avez vécu dans un monastère pendant tout ce temps. Si tu te comportes bien, ils te croiront. Il n'y a aucun doute là-dessus, dit Norel en agitant les mains. C'est le cœur lourd qu'il monta dans l'avion. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti de telles émotions, mais ce n'était pas du regret ou de la nostalgie. Au contraire, il éprouvait un sentiment d'incompréhension. Pourquoi n'avait-elle réussi qu'après qu'il l'ait quittée ? Il était en colère parce qu'il avait travaillé comme un chien pendant une année entière, sans congé ni pause, ou parce qu'elle avait été un lourd fardeau pour lui. Si elle avait trouvé un moyen de gagner de l'argent comme cela, il n'aurait pas eu à dépenser de l'argent à crédit et à vendre la maison. Ils vivraient encore heureux ensemble. Malheureusement, il n'avait jamais pensé qu'il avait dépensé une grande partie des économies de sa famille en cadeaux coûteux pour Norel, et pas une seule fois il ne lui était venu à l'esprit que s'il n'avait pas dépensé l'argent de la famille pour Norel, il n'aurait pas eu à contracter un prêt pour le traitement de sa femme et à vendre la maison par la suite. Après avoir quitté l'aéroport, il monte immédiatement dans un taxi et se dirige vers la maison de sa mère. En voyant sa mère sur le pas de la porte, il l'a serrée fort dans ses bras et lui a dit « Maman, tu me manques tellement ». Cependant, dans quelques jours, il devait rencontrer des personnes pour lesquelles il n'avait aucune sympathie et qui n'avaient aucune envie de le voir. Néanmoins, James est surpris par leur réaction. Pendant les funérailles et la veillée, Madame Marshall n'a pas dit un mot à James. Lorsqu'elle le vit, elle se contenta de lui dire poliment bonjour et s'écarta, comme pour montrer qu'ils n'étaient plus parents depuis longtemps, mais aussi pour respecter les règles élémentaires de la politesse. Édouard et Roger se contentèrent de saluer leur père d'un signe de tête lorsqu'il entra dans la salle funéraire et ne s'approchèrent jamais de lui pour lui parler. Au fil des ans, il était devenu un étranger pour eux. Ils n'avaient aucun respect pour lui, mais ils ne le montraient pas en public. « Maman, je voulais te demander, » poursuit James, qui était cet homme qui se tenait à côté de Madame Marshall. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Un parent d'Audrey, aussi ? C'est son père. Je ne sais pas pourquoi il est ici. Il est probablement inquiet à propos de l'héritage, aussi. La dernière fois qu'il a vu sa fille, elle était encore un nouveau-né. En parlant d'héritage, qu'allons-nous faire ? Suggérez-vous que je reste ici pendant 6 mois en attendant de pouvoir hériter ? J'aimerais régler la question tout de suite. Laissons passer les principales périodes de deuil. Ou bien avez-vous déjà l'intention de partir ? Dans ce cas, vous auriez pu demander un congé. C'est important parce que vous devez résoudre tous les problèmes ici. Vous comprenez qu'il est indécent de parler de l'argent maintenant. Oui. La mère avait raison.
James ne devait pas dévoiler toutes ses cartes en même temps et déclarer ouvertement qu'il était venu pour l'héritage. Il était plus profitable de prétendre qu'il essayait de rétablir les relations avec la famille. Allez voir les fils. Invitez-les quelque part ensemble. Parlez-leur. Laurel exhorte James au téléphone. Tu es venu. Tu es allé à l'enterrement, tu t'es tenu là avec un visage triste. Et c'est tout? Non, ce n'est pas suffisant. Tu dois prétendre que tu regrettes profondément de ne pas avoir communiqué avec eux pendant tout ce temps. Le même jour, James se rendit chez Madame Marshall où Edward et Roger étaient restés. Les jeunes gens rencontrèrent leur père à Contresehure, mais en respectant les règles de la décence et de la politesse, ils l'invitèrent à entrer dans la maison. Les garçons, il faut que je vous dise quelque chose de grave, commença James en se servant un verre. Votre mère était une excellente personne, et pendant de nombreuses années, nous avons vécu à Maham et nous nous sommes aimés. Mais le destin l'a traitée de manière très cruelle, et il était impossible de faire face à cette situation. Laisse-la reposer en paix. Il parlait aussi sincèrement que possible, espérant qu'Édouard et Roger comprendraient son chagrin. Cependant, ils s'assirent en face de leur père et l'observèrent en silence. Soudain, la porte s'ouvrit et un vieil homme au visage buriné sortit de la pièce en titubant. Il était évident qu'il avait bu depuis longtemps, ce qui le faisait paraître beaucoup plus vieux que son âge réel. « Et qui est-ce » demanda James en plissant les yeux. Demanda Jacques en plissant les yeux. Un invité de plus? Il était évident qu'Édouard et Roger n'aimaient pas tout cela, mais ils étaient obligés de tolérer cet homme dans leur maison. « Je suis le père d'Audrey. Je m'appelle Gordon, dit l'homme entre ses dents. Et vous êtes probablement son mari, n'est-ce pas? Vous êtes donc mon gendre. Eh bien? Nous nous rencontrons enfin. L'homme s'est approché de James, posant sa main sur son épaule, il a crié, eh bien, commémorons Audrey. James versa le liquide transparent dans les verres. Lorsque Madame Marshall arriva, ses petits-enfants allèrent dans leur chambre et elle s'assit à la table avec Jacques et Guy. Alors, vous buvez encore, demanda-t-elle d'un ton de reproche. Et vous, gendre, vous êtes venu. J'aimerais ne plus jamais vous revoir. Pour la première fois depuis l'enterrement, elle se permit d'exprimer ses sentiments. Tu as été absent pendant 3 ans, et maintenant tu viens te lamenter et te donner en spectacle, comme si tu étais dévasté. Tu devrais avoir honte. Hélène, n'insulte pas mon gendre, dit Gordon pour défendre Jacques. Au moins, j'ai appris à le connaître. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Ce n'est pas bien. Oh, je n'aurais pas dû t'appeler à l'enterrement pour commencer, a répondu la mère d'Audrey avec colère. Tu es exactement la même qu'il y a 40 ans, quand je me suis enfuie de chez toi. Ah, Hélène, tu es trop dure avec moi. D'ailleurs, c'est toi qui m'as éloignée de ma fille. J'ai toujours été prêt à faire n'importe quoi pour toi et Audrey, mais tu as ruiné la famille et laissé ton mari livré à lui-même. Quant au fait que je buvais régulièrement, qui n'a pas péché à notre époque? Un homme sobre est difficile à trouver, et j'ai d'ailleurs toujours travaillé dur. Madame Marshall écoutait tout cela et éprouvait du dégoût au souvenir de son mariage irréfléchi. Pendant la première année qui suivit le mariage, Gordon était encore un homme, mais il changea ensuite. Parfois, en rentrant du travail, il avait du mal à se tenir debout. Madame Marshall s'étonnait toujours que les patrons ne mettent pas un terme à l'ivresse sur le lieu de travail. Mais comme il n'y avait jamais eu d'accident grave au travail, les patrons ne tenaient pas compte de l'ivrognerie des hommes. Après la naissance d'Audrey, la vie est devenue insupportable. Gordon devint même dangereux. Une fois, il avait battu Madame Marshall si violemment qu'elle avait du mal à sortir du lit le lendemain matin. Après cela, elle a fait ses valises et s'est enfuie chez sa mère. Elle ne voyait pas d'autre issue. Sa mère a été dure avec Gordon et l'a rapidement mis à la porte et lui a donné une bonne gifle. Après cela,
il a changé d'avis et n'a pas insisté pour continuer leur vie commune. Après le divorce, Gordon n'a jamais vu sa fille. Audrey n'a presque jamais posé de questions sur son père. Ce n'est que lorsqu'elle était enfant qu'elle a cherché à savoir qui était son père. À ce moment-là, Madame Marshall a fait une grimace de tristesse et a dit qu'il était mort il y a longtemps. Entre-temps, après le divorce d'avec Madame Marshall, Gordon s'est marié 2 autres fois, mais il n'a jamais eu d'enfant dans ses mariages et il n'en était pas trop contrarié. Madame Marshall ne sait pas pourquoi elle a appelé Gordon pour lui annoncer la mort de sa fille. Peut-être pensait-elle simplement qu'il ne fallait pas cacher un tel événement. Après tout, il ne s'agissait pas d'un mariage ou d'un anniversaire mais d'un décès et c'était un événement important au même titre qu'une naissance. Gordon a récupéré le reste de l'argent de son travail à temps partiel et s'est rendu à l'enterrement. Il ne pensait pas tant à sa fille qu'au fait qu'il pourrait hériter de quelque chose et quand Madame Marshall lui a parlé de sa fille, il a été ravi. C'est ce qu'était Audrey, s'est-elle exclamée. Regardez les chaussettes qu'elle tricotait. C'était une fille exemplaire, mais le destin l'a traitée si cruellement. Madame Marshall a raconté à son ex-mari, qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 40 ans, tout ce qui concernait leur fille, et il a écouté sans manifester la moindre émotion. De toute façon, l'héritage sera partagé entre tous les membres de la famille et je suis son propre père après tout, se dit-il. Pendant ce temps, Madame Marshall ne se doutait pas de ce que James et Gordon avaient en tête. Elle était sûre que les 2 hommes avaient décidé de donner à Audrey un enterrement décent et de lui faire des adieux humains, mais Gordon, comme James, ne pensait qu'à l'argent. Le lendemain, Roger posa une question sérieuse à sa grand-mère. « Mamie, quand est-ce qu'il va partir ? Mamie, quand est-ce qu'il va partir d'ici ? J'en ai assez de cette ivrognerie. Il boit tous les jours. Mais il a aussi trouvé un langage commun avec notre père. Vont-ils maintenant boire ici tous les jours ? » Roger et Edward sont tous 2 scandalisés par ce qui se passe. Contrairement à leur grand-mère naïve qui voulait croire au meilleur, ils comprenaient pourquoi leur père était soudain apparu à l'horizon. Il avait quitté leur mère malade et ne s'était pas souvenu d'eux pendant 3 ans. Leur grand-père, qu'ils n'avaient jamais vu, apparut également. « Petit-fils, comment pouvons-nous le mettre à la porte ? Il est venu dire au revoir à votre mère. » « Patientez encore une semaine, s'il vous plaît, » répondirent les personnes âgées. « Dans 9 jours, nous nous souviendrons de ta mère et le lendemain, nous partirons immédiatement. » J'en doute beaucoup et de toute façon, vous ne comprenez pas pourquoi ils sont venus ici tous les 2 ? C'est écrit sur leur visage, s'indigna Roger. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh mamie, ne sois pas si naïve. Ils sont ici pour l'argent. Comment oses-tu parler ainsi ? Tu es un jeune homme cultivé et bien élevé. Tiens-toi bien. Je me comporte correctement. Je vous suggère de leur dire toute la vérité et vous verrez comment ils s'en sortiront. Ils finiront par tout découvrir. Pourquoi voulez-vous que je leur dise maintenant ? Pour qu'ils ne traînent pas ici pendant encore 6 mois. Ils attendront leur héritage. Quel est l'intérêt ? L'un est complètement alcoolique et l'autre ? Je ne veux même pas parler de lui. Roger, tu ne peux pas faire ça. James est ton père. Après tout, Audrey et lui ont vécu ensemble pendant tant d'années. Tu ne peux pas l'exclure de ta vie ? Oui, grand-mère. Je peux et je veux vraiment le faire. Et mon frère me soutient totalement. Nous n'avons pas besoin d'un tel père. Nous avons compris quel genre d'homme il était. Malgré les supplications de sa grand-mère, Roger décide fermement d'annoncer qu'il héritera de la fortune de sa mère. Edward le soutient pleinement dans cette décision. Les paroles de Roger surprennent James et Gordon. Le lendemain, Roger annonça qu'il voulait clore la question de l'héritage une fois pour toutes afin que ceux qui venaient ici pour cette raison partent et ne reviennent plus jamais, car cela n'avait pas de sens pour eux de rester. Il s'avéra que le bloc d'Audrey et tout ce qu'elle possédait était enregistré au nom de ses fils et que, techniquement, elle n'avait rien.
Quelle misérable! Elle n'a rien laissé, même à sa propre mère. Se dit James en écoutant le discours enflammé de son fils. Mais Madame Marshall, contrairement à James, n'avait besoin de rien. Elle aurait assez de sa vieille maison pour le reste de sa vie, et ses petits-enfants ne l'abandonneraient jamais et ne lui feraient jamais de mal. Elle en était sûre à 100%. James n'était pas le seul à être scandalisé, le père d'Audrey l'était aussi. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda-t-il, les yeux exorbités. « Je n'obtiendrai pas un centime de ma propre fille ? De mon sang, de mon sang ? Comment est-ce possible ? » Il se saoule et commence à se plaindre de la vie, disant à tout le monde à quel point il est malheureux. Les prix des produits de base ont augmenté cette saison et les retraités sont sans le sou. Parfois, je ne peux même pas faire mes courses. Mais Madame Marshall s'est rendu compte que Gordon n'avait rien à manger, non pas à cause du prix élevé des denrées alimentaires, mais parce qu'il avait bu la plus grande partie de sa pension. Hélène ? Vivons ensemble en souvenir du bon vieux temps, dit l'homme ivre, tenant à peine sur ses pieds. Pourquoi pas ? Vous et moi avons tant de choses en commun. Notre fille est morte. Nous devons vivre ensemble ce chagrin commun. Mais Madame Marshall ne fit que rire en réponse. C'était plutôt un rire hystérique. Dès le lendemain, elle mit Gordon à la porte et, après lui avoir acheté un billet de train, le renvoya chez lui. Il n'y a plus rien à faire, James, fit Mrs. Dawsett en agitant les mains lorsqu'elle apprit la vérité. Tu vois ce que c'est ? Audrey avait apparemment compris que tôt ou tard, on hériterait, et elle a protégé ses fils de cette éventualité. Maman, je ne t'ai pas dit la chose la plus importante, a répondu James. Après la veillée, mes fils bien-aimés sont venus me voir. Ils m'ont dit qu'Audrey leur avait demandé de me donner l'argent que j'avais dépensé pour prendre soin d'elle et rembourser le prêt. Ils m'ont dit que je lui avais reproché l'argent et qu'elle ne me devait plus rien maintenant. J'ai été choquée quand j'ai entendu cela. Alors, mon fils, si j'étais toi, je te dirais merci, parce que pour toi maintenant, chaque centime n'est pas superflu. Ne dépense pas cet argent, et tu décideras ensuite comment l'utiliser. Jacques rentrait chez lui l'âme lourde. Il imaginait ce que Laurel, qui était sûre de recevoir un gros héritage, lui dirait, enfants sans valeur, ils ne l'ont même pas partagé avec leur père. Jacques continue à s'indigner. Ils m'ont jeté ce penny en pâture. Ils n'ont aucune conscience. Audrey aurait dû me donner tout l'argent que j'ai dépensé pendant que je vivais avec elle. Cela aurait été vraiment juste. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai investi dans ma famille, et au lieu d'un héritage, j'ai eu quelques centimes. Laurel est très mécontente de la tournure des événements. Elle s'attendait à ce que James reçoive au moins la moitié de tout ce qu'Audrey avait réussi à économiser pendant 3 ans de revenus importants et stables. Mais au lieu de cela, il est revenu avec quelques centimes. Ce n'est pas la première fois qu'elle se surprend à penser qu'elle a commencé à se désintéresser de lui. Lorsque Laurel a appris que James pourrait devenir un riche héritier, elle pensait encore à lier son destin au sien. Mais après tout ce qui s'était passé, elle pensait d'une toute autre manière. Elle n'avait pas besoin de lui, tout comme elle n'avait pas besoin de cet appartement loué sur la côte. Tout comme elle n'avait pas besoin du travail qu'elle avait accepté. Elle voulait vraiment rentrer chez elle, retourner dans son appartement et vivre en paix sans James et sans toute sa famille. Un mois plus tard, elle informa James qu'elle voulait se séparer de lui et qu'elle s'apprêtait à retourner dans sa ville natale. Il prit la chose tout à fait calmement, sans prétention ni ressentiment. Il était lui-même fatigué de la vie avec Laurel et se souvenait de plus en plus souvent de la vie avec Audrey, qu'il accueillait toujours avec un dîner copieux et délicieux dans un appartement parfaitement propre, et avec laquelle il n'avait jamais eu de problème. Oh, s'il n'y avait pas eu ce drame, tout aurait pu se passer complètement différemment, se dit-il, croyant toujours sincèrement que c'était le traumatisme de sa femme qui avait ruiné sa famille presque parfaite et sa vie paisible. Il ne remarquait jamais ses défauts et ne reconnaissait pas ses erreurs parce que c'était indigne de lui.
Il avait toujours raison sur tout et il n'y avait pas d'autre solution. Et bien que sa vie soit une preuve évidente du contraire, il restait obstiné et inébranlable. 3 ans plus tard, après avoir terminé leurs études en master, Edward et Roger s'installent dans la capitale. Grâce à leurs bonnes connaissances et à leur diplôme, ils parviennent à trouver un emploi décent. Bien que chacun des frères ait commencé sa propre vie, ils ne se sont jamais oubliés et étaient toujours prêts à s'entraider en cas de besoin. Edward a proposé à Roger d'installer leur grand-mère chez eux, car il craignait qu'elle ne vieillisse et n'ait besoin d'aide à tout moment. Mais la vieille dame refusa catégoriquement. Elle avait une fille enterrée dans sa ville natale et se rendait régulièrement sur sa tombe. Si elle déménageait, elle ne pourrait plus rendre visite à Audrey aussi souvent, et c'était la chose la plus importante pour elle. Elle se sentait bien et n'avait donc pas besoin de l'aide de ses petits-enfants. Il lui envoyait régulièrement de l'argent et Madame Marshall pouvait se permettre de vivre décemment. Après s'être séparé de Laurel, James n'avait plus qu'à retourner chez sa mère, dans sa ville natale. Il ne voulait pas chercher un nouvel emploi, ayant emménagé chez sa mère, il vivait de l'argent qu'il avait reçu comme, selon lui, une compensation injuste pour s'être occupé de sa femme malade. Laurel est retournée dans son appartement et a trouvé un nouvel emploi. Depuis sa séparation d'avec James, ils ne se sont plus jamais croisés ni appelés. Edward et Roger n'ont pas pardonné à leur père et n'ont pas l'intention de l'aider. Ils le considèrent comme le véritable traître qui a détruit leur mère. Les frères venaient régulièrement sur la tombe de leur mère et rendaient visite à leur grand-mère, mais ils ne rendaient jamais visite à leur père. James ne se souvient plus d'Audrey mais ne peut pardonner à ses fils de ne pas avoir partagé l'héritage de leur mère avec lui. Il était persuadé d'avoir droit à cet argent, sans se rendre compte qu'il avait fait du tort à sa femme qui, par un malheureux concours de circonstances, était restée invalide. Mais Jacques n'a pas eu l'occasion de comprendre cela.